aujourd'hui d'accueillir Sonia Fritz de l'ENSTA. Elle va nous parler de propagation d'ondes en milieu périodique ou quasi-périodique. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis très contente de présenter ce travail ici et en plus de le faire en présentiel. C'est le premier séminaire depuis quasiment 2 ans, donc ça fait du bien aussi de revenir en présentiel. Donc, ce travail est le fruit d'une longue collaboration avec Patrick Joly. Ces dernières années, on a travaillé avec Vincent Lescarré de Centrale Supélec sur les guidons périodiques. Donc, je vais présenter ces résultats. Et en fait, on travaille avec Pierre Abeno-Abadji depuis le début de sa thèse, il y a 1 an, sur la propagation des ondes dans les milieux quasi-périodiques. Alors, l'objectif un peu général de ce travail, c'est d'analyser et de simuler, donc c'est important, la propagation des ondes acoustiques, élastiques et électromagnétiques dans des milieux hétérogènes. En l'occurrence, des milieux périodiques. Alors, où est-ce qu'on rencontre des milieux périodiques? Les applications qu'on avait en tête quand on a commencé ce travail, c'était les cristaux photoniques, qui sont des matériaux diélectriques qui ont une structure périodique qu'on utilise, par exemple, pour fabriquer des fibres optiques, des lasers, et les matériaux composites, donc qui ont également une structure périodique. Et là, en fait, on utilise les ondes pour faire du contrôle non destructif de ces matériaux. Pour les milieux quasi-périodiques, donc il y a un exemple très connu qui est le pavage de Penrose, qui rentre dans le cadre des ensembles modèles de Meyer qui a introduit dans les années 70. Et un autre exemple assez connu, c'est le quasi-cristal, qui a été observé bien après en fait, les travaux de Meyer et qui a valu le prix Nobel à Dan Shechtman en 2011. Et alors en fait, faut que je vous avoue que c'est très chic de parler de quasi-cristal dans des dîners avec des amis. Mais en fait, nous, c'est pas vraiment notre motivation. Je vous expliquerai. On n'a pas trouvé d'application, on n'est pas parti d'une application d'onde en présence de quasi-cristal. Je vous expliquerai dans ma présentation ce qui nous a motivés et vous verrez que c'est un peu moins chic d'en parler pendant les dîners. Mais alors, donc, en général, donc, on s'intéresse à ces applications et dans ce travail, donc à la propagation des ondes. J'ai écrit les équations ici, où L, c'est un opérateur différentiel elliptique qui représente en gros, qui intervient, disons, dans des problèmes électromagnétiques, élastiques ou acoustiques, qui a des coefficients périodiques ou quasi-périodiques, d'accord. Et ce qui est important, c'est que dans toutes les applications dont je vous ai parlé, le domaine est très grand devant les hétérogénéités, devant la longueur d'onde caractéristique, et donc on le suppose non borné, ce qui va introduire des difficultés. Alors, quand on a l'équation, dans toutes les applications que j'ai évoquées, en fait, on s'intéresse à des termes sources qui sont harmoniques en temps, d'accord. Et il est assez naturel dans ce cas-là de chercher une solution qui va être elle-même harmonique en temps. Et la partie qui est indépendante du temps, elle va vérifier une équation d'onde en régime harmonique. Et cette fonction, donc, en général, c'est pas toujours le cas en fait, mais en général, la fonction qu'on calcule correspond en fait au comportement en temps long de la solution de l'équation des ondes. Donc là, je vous ai représenté un calcul. Donc, là, on a calculé la solution pour le coup de l'équation des ondes avec un terme de source harmonique. Le milieu, c'est un milieu périodique avec une petite perturbation. Et vous voyez donc, le comportement des ondes dans ces milieux qui peut être assez compliqué. Donc, maintenant, on s'intéresse à l'équation des ondes en régime harmonique. Et le domaine, comme je vous l'ai dit, il est non borné. Et on a par conséquent un certain nombre de difficultés, donc d'avoir des difficultés théoriques. En fait, quand le domaine est non borné, il est utile de chercher la solution en général d'énergie finie. Les ondes vont se propager jusqu'à l'infini. Et donc, L2 n'est pas le cadre fonctionnel approprié. Et alors, quand on l'élargit un petit peu et qu'on prend juste des fonctions qui sont L2 localement, eh bien, il y a une infinité de solutions. En fait, on n'arrive pas à faire la différence entre l'onde qui va vers l'infini et l'onde qui en revient. D'accord. Donc, c'est assez classique, ce que je vous dis. On sait qu'il faut prescrire en fait, le comportement de la solution à l'infini afin de retrouver l'unicité et de caractériser la solution physique, c'est-à-dire l'onde qui va vers l'infini. D'accord. Donc, cette condition, on l'appelle la condition de radiation.
Elle est bien connue quand L, c'est juste le lac Lassien, et quand oméga, c'est RN, c'est la condition de radiation de Sommerfeld. Mais quand on a des milieux hétérogènes, et bien en fait, beaucoup moins évident d'obtenir cette condition de radiation. Alors, il y a des résultats dont je vais vous parler pour les milieux périodiques, quand le domaine il est indé ou c'est un guide d'onde, infini dans une direction et borné dans les autres. Quand oméga CRN n'existe pas de condition de radiation à ma connaissance, et pour les milieux quasi-périodiques, non. Alors, quels sont les numériques? Alors, je vous ai dit que nous, on s'intéressait à la fois à l'analyse et au numérique. Donc, on essaie de développer des méthodes numériques. Et en fait, donc, il y a évidemment des difficultés numériques aussi, puisque le domaine est non borné, et donc on ne peut pas faire de calcul numérique directement dans tout le domaine. On est obligé de restreindre les calculs autour d'une région d'intérêt, donc typiquement le support du terme source, ou bien des perturbations, des perturbations du milieu, si elles existent. Alors, comment fait-on? Donc, c'est assez classique, ce problème, cette question est assez classique quand l'opérateur, c'est de Laplacien, en dehors d'une région bornée, disons. Donc, on peut utiliser des techniques de type Perfectly Machine Learning, donc PML. Je vais pas en dire trop, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. On peut construire des opérateurs de Dirichlet-Neumann explicites, d'accord? On peut faire des petites approximations locales de cet opérateur de Dirichlet-Neumann. On peut utiliser des équations intégrales parce que la fonction de Green, elle est explicite. Et je ne vous en dis pas plus parce que finalement, toutes ces méthodes-là, elles utilisent vraiment le caractère homogène du milieu et on ne peut pas les étendre directement au cadre périodique. Donc, en général, comment fait-on pour répondre à la fois aux questions théoriques et aux questions numériques? Eh bien, on rajoute un petit peu de dissipation, d'accord, ce qui correspond en fait à rajouter une partie imaginaire à la fréquence. Dans ce cas-là, on est capable de montrer que le problème est bien posé dans H1. Donc, on n'a plus de difficultés théoriques. Il reste quand même les difficultés numériques, mais on n'a plus les difficultés. Et ensuite, alors, soit on est capable de faire des calculs explicites sur U epsilon, de passer à la limite dans cette expression de U epsilon. Dès qu'on est passé à la limite, on peut regarder un peu son comportement à l'infini. Ça nous donne une condition de radiation. Et puis, il faut montrer ensuite que quand on rajoute la condition de radiation à l'équation, on restaure l'unicité, on récupère l'existence et l'unicité du problème. Donc ça, c'est la première démarche. Et il y a une deuxième démarche, en fait, qu'on utilise beaucoup, qui consiste, en fait, à proposer, pour le cas dissipatif, un problème équivalent, qui, lui, est posé en domaine borné. Donc, au bord de ce domaine, on va imposer des conditions transparentes, donc sur ces frontières artificielles. Et en fait, un premier avantage, c'est que cette formulation, on peut l'utiliser numériquement, on peut calculer la solution. Et ensuite, on va chercher à passer à la limite, par exemple dans les conditions au bord transparentes, et de manière générale dans le problème, et essayer de montrer que le problème dissipatif est bien posé. Donc voilà la démarche que je vais vous présenter, alors principalement sur un problème scalaire. Et donc voilà le plan de mon exposé. Je vais passer beaucoup de temps sur les milieux périodiques et plus précisément sur les guides d'onde périodiques. Je vais vous parler un tout petit peu des résultats qu'on a dans le cas où on est en présence de demi-espaces périodiques, ou bien des milieux périodiques, disons 2D ou 3D avec une perturbation locale. Ça, je passerai assez rapidement pour pouvoir ensuite parler du cas quasi-périodique. Alors, donc, dans cette partie, on va s'intéresser donc à la solution sortante physique que je vais définir tout de suite. Dans le cas où le domaine, c'est un guide d'onde, il est non borné dans une direction et borné dans toutes les autres. Et on va supposer qu'il existe une constante A positive, telle que à droite, en gros de A, le domaine est périodique, de période L+, et tous les coefficients et mu et rho, restreints à ce demi-guide, sont également périodiques avec la même période. À gauche, donc à gauche de moins A, on va avoir la même hypothèse, le milieu, le domaine est périodique, mais avec une période L-, et les coefficients sont périodiques avec la même période. Et donc là, c'est, disons, on appelle ça des jonctions de guides d'onde. Alors on pourrait imaginer plusieurs guides. Voilà, là, je considère juste 2 branches. On suppose aussi, donc vous voyez, il y a un domaine borné, là,
qui contient une zone de transition entre mes deux demi-guides. Voilà. Et je vais supposer que le terme source est un support compact, avec un support compact dans ce domaine. Et voilà, vous allez voir évidemment, ce que je vais chercher à faire, c'est restreindre tout le problème à oméga 0. Alors, la solution sortante, comment on l'a définie? On l'a définie, comme je vous l'ai dit, par absorption limite, c'est-à-dire qu'on va se fixer un petit epsilon, une petite dissipation, et on va s'intéresser à la solution, donc H1, de ce problème-là, avec dissipation, et puis on passera à la limite dans un second temps. Donc, voilà, là, je suis dans le cas avec dissipation, donc le problème est bien posé. Maintenant, je vais chercher à déterminer un problème équivalent. Et là, on va utiliser, il est assez facile de montrer en fait que la restriction de U epsilon à oméga 0, eh bien, il vérifie en gros, évidemment, les mêmes équations de oméga 0. Et sur les deux bords artificiels que j'ai introduits, gamma moins et gamma plus, eh bien, on peut imposer des conditions qu'on appelle conditions transparentes, conditions de type Dirichlet-Hardeman, où apparaissent donc ces opérateurs. Et ces opérateurs, ils sont définis à partir de problèmes de demi-guide. Voilà, donc j'ai deux opérateurs de Dirichlet. Et donc, j'ai deux problèmes de demi-guide à résoudre. En fait, ces problèmes sont indépendants. Et vous voyez que, voilà, c'est des problèmes dans des demi-guides, cette fois-ci périodiques, l'oméga plus et oméga moins. Et donc, si je me donne une donnée de Dirichlet sur le bout du demi-guide, d'accord, par exemple sur gamma plus ici, oméga plus, eh bien, l'opérateur de Dirichlet, ce sera la dérivée normale de la solution de ce problème. Voilà, ça c'est une définition classique des opérateurs de Dirichlet-Neumann. Et donc, voilà, donc maintenant il suffit de déterminer ces opérateurs de Dirichlet-Neumann pour pouvoir ensuite résoudre ce problème. Donc, je vais vous expliquer comment on fait pour oméga plus, évidemment, ce sera pareil pour oméga moins. Et vous voyez que là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir utiliser la structure périodique du domaine du problème. Alors, je vais le faire comme je vous l'ai dit dans oméga plus, et je vais supposer, pour simplifier un peu les notations, que la période est égale à. Donc, maintenant, j'ai mon problème de demi-guide. D'accord? Je me suis donné donc, phi sur le bord, la trace sur le bord, et là, j'ai introduit ici, donc C plus M, c'est la m-ième cellule de périodicité, et gamma plus M, c'est la m-ième interface entre les cellules de périodicité. Okay. Alors, évidemment, ce n'est pas parce que oméga plus, mu p plus et rho p plus sont périodiques, mu epsilon va être périodique. Mais elle a une structure, mu epsilon a une structure qui va être donnée par cet opérateur de propagation. Donc, cet opérateur de propagation, c'est la trace de mu epsilon sur l'interface gamma 1 plus. Voilà. Donc, cet opérateur, il va me permettre, en fait, de décrire la solution partout, comme vous allez le voir. Il y a un équivalent, on peut dire que cet opérateur il est similaire aux matrices de monodromie quand on étudie les équations différentielles ordinaires, sauf que voilà, là on est en dimension supérieure et puis on n'a pas un théorème de Cauchy-Lipschitz évidemment, on n'a pas des données juste en zéro, on a un problème au début. Donc c'est équivalent, mais ce n'est pas exactement la même. Alors, donc voilà un résultat important, puisqu'il nous permet en fait d'expliquer la structure de la solution. Que nous dit ce résultat? Il nous dit qu'en fait, si on cherche la solution, donc on s'est donné une donnée phi, on cherche la solution d'un point dans la m-ième cellule, eh bien en fait, il suffit de regarder la solution au même point dans la première cellule, mais avec une donnée qui a changé, qui est P plus M de phi, on appelle ça un opérateur de propagation. Alors, c'est assez facile à démontrer, donc je vais le faire. Donc là, c'est mon problème de demi-guide, U epsilon phi, et je veux regarder U epsilon phi translaté de 1. Donc ça correspond en fait à cacher la première cellule. Et quand on cache la première cellule, je vous rappelle par définition, la trace ici, c'est P de phi. Quand on a caché la première cellule, par périodicité, on se rend compte que U epsilon de phi translaté de 1 est solution du même problème, mais avec une donnée au bout qui est égale à P phi. Et donc, par unicité du problème de demi-guide, eh bien, U epsilon de phi translaté de 1, c'est rien d'autre que epsilon de P phi. Voilà. Et alors ensuite, il suffit d'utiliser la définition de P phi. Donc là, si je veux regarder en gros ce que ça donne sur cette interface-là, il suffit d'appliquer P. Et ça me donne en fait que sur la deuxième interface, sur l'interface gamma de plus, la trace, c'est P carré de phi.
et ainsi de suite. Et ensuite, on peut démontrer ça par récurrence. Très bien. Alors, juste par définition, on arrive à avoir des petites propriétés sur l'opérateur P. Donc, l'opérateur P, il est compact. Donc, ça, c'est juste en utilisant des résultats de régularité elliptique. Il est injectif. Donc, tout simplement parce que si P phi est égal à 0, par unicité du point de demi-guide, U est égal à 0 à droite. Et donc, en utilisant un argument de prolongement unique, on obtient phi égale à 0. Et enfin, un autre résultat, donc c'est le résultat peut-être le plus important, c'est que le rayon spectral de P est strictement inférieur à 1. Et ça, c'est lié au caractère H1 de la solution. En effet, donc comme P est compact, il suffit de raisonner sur les valeurs propres de P. D'accord. Donc, j'appelle lambda que je considère une valeur propre de P. Et puis, donc, si c'est le vecteur propre, un vecteur propre associé. Et quand je regarde, en fait, la norme L2 de la solution, quand je me suis donné comme donnée psi, d'accord, eh bien, en décomposant l'intégrale sur le demi-guide, on a une somme sur toute l'intégrale sur la cellule. En utilisant, en fait, cette structure-là, on fait apparaître l'opérateur P et une intégrale juste sur la première cellule. Et ensuite, il suffit d'utiliser que psi est un vecteur propre. Et on voit apparaître en fait la somme de lambda puissance m. Donc ça va être L2 si et seulement si le module de lambda est plus petit que 1. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec cet opérateur, c'est que si on connaît P, et on pourra reconstruire la solution partout. D'accord. Alors, pour donner une expression explicite de cette solution, vous voyez sur la nème cellule, à gauche, je vois P puissance m de phi, à droite, P puissance m plus 1 de phi. Eh bien, je vais exprimer en gros la solution à partir d'une base de solution. Donc, ça va être mes solutions de problèmes de cellules, un petit peu comme en homogénéisation, mais bon, c'est une définition différente. Donc, E0, ça va être la solution d'un problème, donc de la même équation, la même EDP, dans une cellule, avec phi, avec E0 qui vaut phi sur le bord de gauche, donc gamma 0, et 0 sur le bord de droite, gamma 1. E1 qui vaut 0 sur gamma 0 et phi sur gamma 1. J'espère que vous avez compris mes notations, 0, E1. Et par linéarité, on a que U sur la nème cellule, eh bien, c'est E0, ça donné sur le bord de gauche, P puissance m de phi, plus E1, ça donné sur le bord de droite, P puissance m plus 1 de phi. Voilà. Donc, voilà, si on connaît l'opérateur de P, l'opérateur de propagation, avec 0 et 1, on pourra reconstruire U de phi cellule par cellule. Mais maintenant, il faut calculer, ou avoir une équation satisfaite par P. Et donc, la seule information que je n'ai pas utilisée pour l'instant, c'est que, a priori, U de phi vérifie l'ODP partout, non pas que cellule par cellule. Et donc, si on écrit que la dérivée normale de U de phi est continue à la traversée de chaque interface, on obtiendra une équation pour. Donc, en fait, il suffit de le faire par périodicité, il suffit de le faire pour l'interface gamma 1. D'accord. Donc là, je vous écris la solution dans la première cellule, donc je vais juste utiliser cette expression pour m égale à 0, et ensuite l'expression de la solution dans la deuxième cellule. Voilà, donc je vais effacer ça maintenant, je vais utiliser que ces deux expressions, et je vais exprimer la dérivée normale quand je prends U de phi, l'expression de U de phi dans cette cellule, voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, la dérivée normale quand j'utilise la formule ici. Donc là, il faut comprendre, voilà, juste qu'il faut prendre la dérivée normale sur le bord de gauche pour ces deux quantités. Et le bord de gauche pour ces deux quantités, c'est représenté par gamma 0. Et comme il y a la translation, là, ce que je suis en train de prendre, c'est la dérivée normale de cette quantité en gamma 0. Et ensuite, il suffit de dire que nécessairement, ces deux quantités, et ça nous donne une équation pour P. Voilà. Pour rendre cette équation un peu plus jolie, je vais introduire les opérateurs qui interviennent ici. Donc cet opérateur, voilà, tous les opérateurs qui interviennent, c'est des opérateurs de type Dirichlet-Neumann qui sont locaux. Et donc j'appelle T00 la dérivée normale de 0 sur gamma 0, T01 et sa dérivée normale sur gamma 1, et puis pareil pour E1, T10 et T1. Je remplace ici et on obtient cette équation pour P. Et en fait, donc on vient de montrer que P était solution de cette équation, qui est une équation, on appelle une équation de Riccati stationnaire, et on peut montrer que c'est l'unique solution de cette équation de Riccati stationnaire, qui a un rayon spectral strictement plus petit que l'autre. Alors, juste une petite remarque, quand on est en 1D,
tous les opérateurs, c'est des constantes, c'est des coefficients. Et ce qu'on arrive à montrer très simplement en utilisant le Wronskien de l'ODE, c'est que T01 est égal à T10. Donc le produit des racines est égal à 1, et comme on en a trouvé une qui était de module plus petit que 1, bah, c'est la seule. Oui. C'est l'unique défini positive. Pour P? Ouais. Non, pas du tout. Je dis, voilà, P, c'est l'unique. L'opérateur P, il n'est pas défini positif, il est compact, mais on n'est pas obligé de rajouter compact, en fait, parce que c'est donné par l'équation, en quelque sorte, le fait que c'est compact. L'unicité que dit par le pro. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça que je veux. Exactement. Donc, il y a plein de solutions de l'équation de Riccati, et il n'y en a qu'une seule qui est de rayon spectral exactement. Et donc, on comprend bien en 1D. Normalement, en 1D, on en a deux. Et donc là, comme j'en ai une qui est de module plus petit que 1, que le produit est égal à 1, c'est la seule. Et en fait, donc pour montrer que c'est l'unique, on n'utilise pas la théorie générale des équations de Riccati stationnaires, parce que ça ne donne rien. On utilise vraiment l'unicité du problème de demi-guide, parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc, l'existence, c'est par construction. Et l'unicité, ben, en fait, si je prends un opérateur P qui satisfait cette équation de Riccati, eh bien, je peux définir cette fonction-là cellule par cellule. Cette fonction-là, elle va me vérifier le DP cellule par cellule, par construction. Elle est continue à la traversée de chaque interface. Et en fait, sa dérivée normale, elle va être continue également, parce que P vérifie l'équation de Riccati. Et du coup, on a construit une solution de l'EDP sur tout le demi. Alors ensuite, on a des petites propriétés intéressantes qui vont nous suivre pendant tout l'exposé. Donc tout d'abord, si on s'intéresse aux valeurs propres de P, d'accord, donc P, petit p va être une valeur propre de mon opérateur P plus epsilon, là, avec un vecteur propre psi. Si et seulement si, P, le petit p, il va être solution d'une équation aux valeurs propres quadratiques. D'accord. Donc si on remplace grand X ici par P, d'accord, en fait, là, petit p est solution d'une équation aux valeurs propres qui n'est pas linéaire mais quadratique parce qu'il y a le P carré. Et nécessairement P est de module plus petit que 1 parce que c'est une valeur propre de grand P epsilon. Alors il y a une autre propriété qui est liée, qui ressemble beaucoup à ce que j'ai dit en 1D et qui est liée en fait aux propriétés des opérateurs d'Étienne. C'est pas complètement évident, mais en fait on arrive à montrer que si petit p est solution de l'équation valeur propre quadratique, eh bien 1 sur P va l'être aussi. D'accord. Donc on va pouvoir classer les solutions par couple P1 sur P. Ça va nous aider. Alors, ensuite, dès qu'on a P, comme je vous l'ai dit, on peut connaître U de phi partout, en particulier dans la première cellule. Et donc, on peut récupérer la dérivée normale et donc récupérer l'opérateur de Dirichlet. Et il s'écrit simplement à partir des opérateurs d'Étienne locaux. Alors, l'algorithme, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, qu'est-ce qu'on a à faire? On doit résoudre des problèmes de cellules. Voilà, donc, en utilisant par exemple des éléments finis donnés. Dès qu'on a résolu les problèmes de cellules, on peut construire des opérateurs Dirichlet-Neumann locaux associés, donc ça va correspondre à des matrices, en fait. Ensuite, il faut résoudre l'équation de Riccati stationnaire discrète, qui devient maintenant matricielle. Et pour la résoudre, alors soit on utilise une méthode de Newton, voilà, parce qu'on doit chercher le zéro de cette fonctionnelle, modifier parce qu'il faut prendre en compte, mais c'est pas hyper intéressant. Ce qui est plutôt rigolo, je trouve, c'est la méthode spectrale parce que elle va nous servir ensuite. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est donc résoudre le problème aux valeurs propres quadratiques, qui consiste à remplacer l'opérateur P par une valeur et à regarder si cette quantité-là a un noyau. Donc on regarde les solutions de cette équation valeur propre quadratique. On sait que les solutions peuvent être couplées par paire P1 sur P et on récupère du coup la valeur propre du module strictement plus petit que. Oui. Vous faites ça au niveau continu, au niveau discret? Non, là c'est au niveau discret. Voilà les solutions. Donc là, normalement, tous les ronds représentent les solutions de valeur propre quadratique. Et en rouge, c'est les valeurs propres de P. D'accord. Donc elles sont toutes à l'intérieur du cercle unité. Donc, je vais diminuer la dissipation. Et en fait, quand on diminue la dissipation, certaines des valeurs propres se rapprochent du cercle. Voilà, donc ça va créer des difficultés, justement, quand on va passer à la limite. Alors, dès qu'on a calculé P, on peut calculer l'opérateur DTN, on peut faire la même chose dans oméga-. Et ensuite, on peut résoudre notre problème au domaine borné.
Voilà ce qu'on obtient. Donc ici, j'ai représenté le coefficient rho, donc une perturbation locale d'un coefficient périodique. Donc j'ai pris mu égale 1 ici. Et le terme source qui est un support compact. Donc je restreins mes calculs en utilisant mes opérateurs de Dirichlet-Toulman dans la région qui ne contient que les perturbations. Voilà ce qu'on obtient ici. D'accord. Et en fait, on peut utiliser le demi-guide pour reconstruire la solution partout. Pour le faire, il suffit de récupérer les traces de la solution que je viens de calculer ici, et puis de récupérer le problème au demi-guide associé. Et celui-là, je peux reconstruire cette fonction cellule par cellule en utilisant mon opérateur de Dirichlet-Toulman. Voilà. Donc voilà pour le cas avec dissipation. Pour le cas sans dissipation, alors tout d'abord, je ne vais pas regarder, je vais pas vous expliquer les choses sur ce problème-là. Je vais le simplifier un tout petit peu. Dans un premier temps, je vais regarder juste le cas où on a un seul milieu périodique. D'accord. Et donc mu, P, rho, P et oméga sont disons impériodiques. Et dans ce cas-là, en fait, on peut utiliser des outils adaptés. C'est ce qui est fait dans ces papiers. Donc, je vais vous faire un petit résumé des résultats qu'on a obtenus. Et pour faire ce résumé, en fait, il faut introduire donc l'opérateur associé à cette équation, donc moins 1 sur rho P div P grade, avec le domaine, voilà, avec son domaine, il n'y a rien de magique. Et alors, pourquoi cet opérateur joue un rôle? Parce que vous voyez que si oméga 2 n'est pas dans le spectre de cet opérateur, eh bien, en fait, donc il est dans l'ensemble résolvant de l'opérateur, et donc, en fait, je peux inverser, disons, cet opérateur-là dans un cadre classique, et on obtiendrait une solution U qui est dans H1. D'accord. Et on retombe en fait dans le cas avec dissipation. Et les difficultés viennent quand oméga 2 est dans le spectre de l'opérateur. Alors, à quoi ressemble le spectre de cet opérateur? Donc là, je vous fais un petit résumé de la théorie de Floquet en 2 slides. Alors, cet opérateur, la théorie de Floquet, elle nous dit le spectre de cet opérateur peut être reconstruit à partir du spectre d'opérateurs réduits. Alors, ces opérateurs-là, AP2K, ils dépendent donc de ce qu'on appelle la variable de Floquet, qui est entre moins pi et pi, ce qu'on appelle la zone de Bridgman. Et cet opérateur-là, il est défini dans une cellule. D'accord. Donc, il dépend de K et il est défini dans une cellule. Alors, pourquoi c'est un peu plus sympa? Parce que cet opérateur-là, du coup, il est auto-adjoint positif, comme AP, et surtout, il est un résolvant compact. Et donc, on peut décrire son spectre. Son spectre n'est fait que de valeurs propres, d'accord, que j'ai représentées. Et voilà, ensuite, j'appelle fiel de K les valeurs propres de la P de K, les vecteurs propres, un vecteur propre associé, pardon, de la P de K, pour la valeur propre lambda n de K. Et ensuite, si on regarde comment lambda n de K varie en fonction de bien, ça nous donne des courbes qu'on appelle des courbes de dispersion, d'accord, qui sont continues, analytiques par morceaux. Ces courbes sont paires, c'est assez facile de montrer que c'est pair, d'accord. Donc lambda n de moins k égale lambda n de k, et elles sont de pi parités. Et ensuite, il suffit de récupérer en fait l'union de ce spectre, dit autrement l'image de ces courbes de dispersion pour avoir le spectre de A2. Ça, c'est comment on décrit, on peut décrire vraiment explicitement le spectre de l'opérateur en utilisant la théorie. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cas où oméga 2 est dans le spectre. Donc, quand oméga 2 est dans le spectre, eh bien, les courbes de dispersion vont rencontrer oméga 2. Et je vais m'intéresser en fait aux vecteurs propres associés à ces valeurs propres qui rencontrent oméga 2. D'accord. Et ces vecteurs propres, ils vont jouer un rôle. Pourquoi? Parce que donc, les vecteurs propres, donc voilà les vecteurs propres, associés aux valeurs propres lambda n de k qui rencontrent oméga 2. Okay. Ces vecteurs propres, pour l'instant, ils sont définis juste sur une cellule. Et en fait, en utilisant la quasi-périodicité, on peut les définir sur tout le guide. D'accord. Et en fait, ces fonctions, maintenant, c'est ce qu'on appelle des modes de Floquet propagatifs à la fréquence oméga 2, tout simplement parce qu'ils sont solutions d'équation quand f est égal à 0. Et donc, comme f est à support compact, on se dit que si U est solution de cette équation, quand on est loin, elle va être décrite par ces modes. D'accord. Et le truc, c'est que toute solution de ce problème n'a pas nécessairement la solution. Enfin, toutes les solutions, et pas que la solution sortante, elles vont
pouvoir s'exprimer à partir de ces modes de floquet propagatifs. Mais pour le coup, la solution sortante, elle va se décrire de manière particulière. Donc, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il va y avoir des modes de floquet qui vont jouer un rôle pour la solution sortante. Alors, pour décrire ces modes de floquet, donc là, je parlais. Et ensuite, il y a des modes de floquet qui vont vers la droite et des modes de floquet qui vont vers la gauche. D'accord. Alors, tout d'abord, voilà, j'ai oublié de dire que l'ensemble des modes de floquet propagatifs, c'est un ensemble fini. D'accord. Il n'y a qu'une quantité finie de modes de floquet. Pour pouvoir distinguer les modes qui vont vers la droite et les modes qui vont vers la gauche, il faut que je suppose que oméga 2 n'est pas un minimum local global d'une des courbes de dispersion. Et dans ce cas-là, eh bien, donc ça m'enlève qu'une quantité dénombrable de fréquences. Et dans ce cas-là, eh bien, en fait, il suffit de regarder la dérivée des courbes de dispersion au cas, disons, pour lequel lambda n2 égale oméga 2. Donc, la dérivée des courbes de dispersion, c'est ce qu'on appelle la vitesse de groupe des modes de floquet. Et donc, quand la dérivée est strictement positive, on dit que le mode propagatif il va vers la droite, et quand c'est strictement négatif, on dit qu'il va vers la gauche. Voilà. Et en fait, on est capable d'expliquer pourquoi c'est ceux-là qui vont vers la droite et vers la gauche, parce qu'il y a un lien entre la vitesse de groupe et le flux d'énergie. Voilà. Donc, finalement, j'appelle Wn plus les modes qui vont vers la droite, Wn moins les modes qui vont vers la gauche. Et ce qu'on a démontré, c'était que U epsilon, la solution du problème avec dissipation, eh bien, elle ne se décomposait que les modes qui vont vers la droite en plus l'infini, et que les modes qui vont vers la gauche en moins l'infini. Donc, c'est assez naturel. Donc, ça, c'est vrai quand oméga 2 appartient à sigma 2 au spectre, et quand il n'appartient pas, la solution, on peut montrer qu'elle est H. Et finalement, la condition de radiation, oups, je suis passée trop vite. La condition de radiation, eh bien, elle consiste à dire si oméga 2 est dans le spectre, et si je ne suis pas dans sigma 0, donc on dit que le sigma 0, c'est l'ensemble des fréquences de coupure, donc si je ne suis pas sur une fréquence de coupure, eh bien, la condition de radiation, c'est exactement ça, d'accord. C'est je me décompose que sur les modes qui vont vers la droite en plus l'infini, et que sur les modes qui vont vers la gauche en moins l'infini. Voilà, donc voilà le résultat dans le cas où on a un guide périodique parfait. Donc, quand le guide, quand on a des jonctions de guides un peu différentes, on ne peut plus utiliser la même chose, parce qu'on ne peut plus utiliser la théorie de floquet, la transformée de floquet. En tout cas, on ne peut plus le faire simplement. Donc, nous, ce qu'on a préféré faire, c'était justement de revenir à nos opérateurs Dirichlet-Tuneman et définir nos opérateurs de Dirichlet-Tuneman dans chaque demi-guide, d'accord. Montrer que voilà, ils sont bien, ça nous définit en gros la limite des opérateurs de Dirichlet-Tuneman qu'on avait dans le cas de dissipation. Et puis ensuite, de restreindre finalement le problème à oméga 0 avec ces conditions de Dirichlet-Tuneman. Et l'avantage, c'est que ça mène assez naturellement à une méthode numérique. Donc, les opérateurs de Dirichlet-Tuneman, qui sont définis sur deux demi-guides, comme je vous l'ai dit, indépendants, et donc ils ont la même définition qu'avant, sauf qu'à l'infini, il faut rajouter, il est assez naturel de rajouter la condition de radiation. Quand je suis dans oméga+, je vais me décomposer à l'infini que sur les modes qui vont vers la droite, et ici, que sur les modes qui vont vers la gauche. Et on va voir que ça suffit pour définir de manière unique les opérateurs de Dirichlet-Tuneman. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va construire ces opérateurs de Dirichlet-Tuneman dans le cas sans dissipation, et puis ensuite, on pourra justement restreindre le problème et les calculs à la région bornée. Donc voilà, c'est assez sympa comme démarche, mais vous allez voir que cette démarche, un des désavantages, c'est qu'il va falloir exclure un certain nombre de fréquences. En tout cas, mais on verra que cette quantité, elle est discrète. Alors, maintenant, je vais m'intéresser, on va réutiliser beaucoup de choses qu'on a faites dans le cas de dissipation, mais voilà. Donc maintenant, on s'intéresse au problème de demi-guide avec une condition de radiation infinie. D'accord. Première question, est-ce que ce problème-là, il est bien posé? C'est pas évident parce que nous, on l'avait vu pour le guide entier. D'accord. Et la réponse, c'est oui, en général, sauf pour un certain nombre de fréquences, qui correspond en fait aux résonances ou aux valeurs propres de l'opérateur associé. Parce que malheureusement, il peut exister en fait des fréquences oméga 2 et des solutions qui vérifient le problème homogène, le problème sans données. Ça peut exister sur les guidons périodiques, sur les demi-guides périodiques. Et alors, ce
qu'on peut dire, c'est que cet ensemble, il est vide quand on a certaines symétries. D'accord, on peut montrer qu'il est vide. Et si on n'a pas de chance et qu'on tombe sur une fréquence qui correspond à une résonance du demi-guide, là, on ne peut plus définir l'opérateur de Dirichlet-Neumann. Mais nous, ce qu'on propose, c'est par exemple, quand on a un bord artificiel, on peut juste décaler le bord, d'accord? Et dans ce cas-là, a priori, les résonances vont être décalées, on pourra gérer cette fréquence. Ou bien, ça marche aussi très bien, mais c'est un peu plus technique, donc je ne le montre pas. Évidemment, c'est dans le cas, plutôt que de définir des opérateurs de Dirichlet-Neumann, on va introduire des opérateurs plutôt de Robin en Robin, qui vont en fait rendre, donc ici, plutôt que de s'imposer une condition de Dirichlet, on s'impose une condition de Robin avec un coefficient complexe. Et ça va assurer en fait voilà, la non-existence de telle résonance. Voilà, mais je ne le fais pas parce que c'est beaucoup plus technique. Je reste sur mes opérateurs de Dirichlet-Neumann et je vais enlever cet ensemble de fréquences. Donc maintenant, ce problème-là, il est bien posé, et bien je peux utiliser exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Je peux introduire l'opérateur de propagation, qui n'est rien d'autre que la trace de la solution sur la deuxième, sur l'interface gamma 1. J'ai la même structure de la solution grâce à mon opérateur de propagation. Et alors, quelles sont les propriétés de cet opérateur? Il est toujours injectif pour les mêmes raisons. Mais son rayon spectral est strictement plus petit que 1 si oméga 2 n'est pas dans le spectre. Donc ça, c'est parce que la solution elle est dans H1 et on peut utiliser exactement les mêmes arguments que dans le cas avec dissipation. Et son rayon spectral, il vaut 1. Cette fois-ci, si oméga 2 est dans le spectre. Alors, donc on va essayer de trouver une équation pour P+. Pour cela, il faut introduire. Donc, il faut exprimer la solution à partir des solutions de problèmes de cellules et de P+. Et donc voilà, donc j'introduis les problèmes de cellules. Et là encore, parce qu'oméga 2 est réel, il peut y avoir des valeurs propres de l'opérateur associé, qui est l'opérateur de Dirichlet, il peut avoir des valeurs propres. D'accord ? Ça, c'est les valeurs propres de cellules, et donc il faut nécessairement les enlever aussi. D'accord ? Donc, ces problèmes de cellules vont être bien posés, sauf si oméga 2 est une fréquence propre du problème de cellules. Alors, comment on peut éviter encore d'introduire cet ensemble? On peut, plutôt que d'introduire des problèmes de cellules avec des conditions de Dirichlet, on peut introduire des problèmes de cellules avec des conditions de Robin. Et ça évite d'introduire un nouvel ensemble. Mais je ne vais pas le faire parce que c'est plus technique. Je vais juste me contenter d'enlever cet ensemble, encore une fois. Et dans ce cas-là, je peux exprimer la solution dans la cellule comme avant. Oui. Tu as réussi à illustrer les sigma plus H en temps du Robin. Est-ce que ça marcherait aussi dans sigma 0? Non, sigma 0, il résiste. C'est celui qui résiste, oui, tout à fait. Et parce qu'en fait, je suis plus capable. Enfin, je ne sais pas comment. Pour sigma 0, je vais avoir des modes de floquet qui ont vitesse de groupe nulle. Et du coup, ceux-là, je ne sais plus lequel prendre, en fait. Je ne sais plus quel est celui qui va être. Voilà. On ne sait plus. Alors, comment dire? Alors, quand on a le guide périodique, on peut même montrer qu'il n'y a pas le principe d'absorption limite à ces fréquences-là, à ces fréquences de coupure. D'accord. On peut montrer que la U epsilon explose quand epsilon tend vers 0, quand oméga 2 est en sigma 0+. Voilà, donc là, je suis obligée de l'enlever, mais en fait, je ne suis pas sûre que ce soit un vrai problème. On peut en discuter, mais je pense que c'est vraiment lié à la méthode qui fait intervenir des demi-guides périodiques, etc. Oui. Si on reprend la constante. Oui. C'est pas alors, sigma 0 dans ce cas-là, c'est les fréquences de coupure. Il y a des fréquences de coupure aussi dans le guide constant. Et donc, c'est le moment où tu as un mode évanouissant qui devient propagatif. Là, on a tout est explicite quand on a un guide homogène. Et c'est assez facile de voir les fréquences de coupure. Donc, elles existent aussi dans le cas homogène. Ça veut dire l'histoire de changer le port artificiel de la période ne marchera jamais. Ah oui, tout à fait. Ça ne va pas nous faire bouger sigma 0+, qui est vraiment lié à l'opérateur à l'opérateur périodique. Quoi. Donc, de changer la cellule de périodicité, ça ne change pas. Non, pas du tout.
Alors, si tu prends un bord pas droit, mais ça ne change pas le sigma 0+, hein, parce que finalement, le sigma 0+, il est vraiment lié aux propriétés du spectre de l'opérateur, et ça ne le change pas. Le sigma 0+, avec la condition à l'infini, on a l'unicité. Alors, répète-moi la question. C'est-à-dire que si oméga carré, ce n'est pas sigma 0+, Oui, si on impose une condition à l'infini, oui. est-ce qu'on a l'unicité? Alors, pour quel problème? Le problème de demi-guide? Alors, le problème de demi-guide, oui, sauf pour les résonances du problème de demi-guide. Pour le problème de guide entier, la réponse est oui, on a une unicité. Tu vois? Très bien. Je peux continuer? Ça va? Bon, donc, on introduit les opérateurs de dérivée de Van-Minkov, on assure la continuité de la dérivée normale et on obtient que P+ est solution de l'équation de Riccati, comme avant, d'accord? Il a un rayon spectral inférieur ou égal à 1. Là, on n'a plus unicité. On n'a plus toujours unicité. Hein, je reviens à mon problème 1D. On a justement le produit des racines qui valent 1. Et on peut potentiellement avoir les deux racines qui sont de module 1. Donc, ce qu'on est capable de montrer, plus précisément, en fait, c'est que si oméga 2 n'est pas dans le spectre, c'est comme dans le cas avec dissipation, il y a une unicité de l'équation de Riccati, unicité de ce problème, et le rayon spectral est même strictement plus. Et quand on est dans le spectre, eh bien, il y a plusieurs solutions, et donc il faut rajouter des conditions. Et ces conditions, on va les rajouter comment? En s'intéressant au problème aux valeurs propres quadratiques. Donc là encore, hein, si P+ est une valeur propre de l'opérateur P, eh bien P+ est solution du problème aux valeurs propres quadratiques. Et il est de module inférieur ou égal à 1. Alors, là encore, grâce aux propriétés des opérateurs DTN, on a toujours le fait que si P est solution d'un problème aux valeurs propres quadratiques, 1 sur P l'est. D'accord? Et donc finalement, voilà, toutes les solutions de mon problème aux valeurs propres quadratiques. Eh bien, vous voyez, il y en a qui sont à l'intérieur du cercle unité, il y en a qui sont sur le cercle unité. Et en fait, celles qui sont à l'intérieur du cercle unité, on peut montrer qu'elles sont nécessairement valeurs propres de l'opérateur P. D'accord? Donc, celles-là, on les garde. La difficulté vient des valeurs propres qui sont sur le cercle unité, parce que là, on ne peut pas choisir. Et en fait, c'est la même difficulté que pour les modes propagatifs. Hein. Il y en a qui correspondent à des modes sortants et il y en a qui correspondent à des modes entrants. Et d'ailleurs, ce qu'on peut montrer, c'est avec les modes de Floquet. Là, eh bien, en fait, là, on voit que c'est des fonctions qui sont quasi périodiques. Eh bien, on peut montrer que les deux modes de Floquet, à partir des deux modes de Floquet, je peux construire une solution du problème aux valeurs propres quadratiques. Exponentielle k, exponentielle moins ik. Et donc, voilà, donc j'ai mes deux modes. Je sais qu'en fait, à chaque fois que j'ai des modes propagatifs, je vais avoir le mode propagatif sortant, il va me donner une valeur propre sur le cercle unité, et l'entrant, il va me donner son conjugué, en quelque sorte. Et donc, il faut que je choisisse. Et comme j'ai choisi, quand j'ai fait l'absorption limite, finalement, je sais, moi, d'après ma condition de radiation, que ma solution, elle doit s'exprimer qu'à partir des modes sortants. Donc, il faut que je rajoute une condition qui va me permettre de récupérer juste le mode sortant et pas le mode entrant. Donc, le mode sortant, je l'avais défini comment? J'avais dit que sa vitesse de groupe, elle était positive. Donc, lambda n' de k positif. Donc, ça, c'est un peu compliqué à récupérer comme ça avec nos résultats, nos calculs numériques. Et en fait, on peut faire le lien entre la vitesse et le flux, je vous l'ai dit tout à l'heure, le flux d'énergie du mode de Floquet. Et en fait, cette quantité-là, on peut la calculer directement à partir de nos opérateurs. Donc finalement, on peut montrer voilà, que si on rajoute cette condition sur les valeurs propres de module 1 qui sont solutions de l'équation sur les valeurs propres de module 1, on rajoute en fait que le flux d'énergie doit être positif. Donc là, il y avait un moins, c'est pour ça que ça devient négatif. Ça nous donne, ça nous restaure en fait l'unicité de l'équation. Donc d'un point de vue numérique, il suffit de résoudre les problèmes de cellules, de résoudre ensuite l'équation de Riccati stationnaire, en résolvant le problème aux valeurs propres quadratiques. Donc, je peux toujours classer mes solutions en P1 sur P. Quand j'en ai une des deux qui est de module plus petit que 1, je la garde. Et pour toutes les autres, eh bien, je suis obligée de regarder le flux d'énergie du vecteur propre associé. Si cette quantité-là est négative, c'est un mode sortant, et un mode qui va vers la droite, et sinon, c'est un mode qui va vers la gauche. Et voilà, et ça me permet de calculer la solution. Donc, pour montrer, donc ensuite, dès que j'ai calculé
P+, je peux calculer l'opérateur DTN, je peux faire pareil dans méga-moins, et je peux résoudre mon équation en domaine borné, à condition que ce problème soit bien posé, ce qui n'est pas clair. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que ce problème-là est bien posé, donc il est de type Fredholm, donc il faut montrer l'unicité pour avoir l'existence, et on arrive à montrer l'unicité, sauf pour les fréquences, qui sont des fréquences de résonance, qui correspondent en fait aux fréquences pour lesquelles j'ai des solutions L2 pour tout le guide entier. Et ça, c'est assez normal de les enlever, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas avoir de solution de solution unique pour ce problème, pour ces fréquences. Voilà. Et après, on peut reconstruire la solution partout. Donc voilà des résultats pour une perturbation d'un guidon périodique. Donc, dans le cas où la fréquence n'est pas dans le spectre, et dans le cas où la fréquence est dans le spectre. Et puis là, c'est un problème de jonction. Donc là, on a deux équations de Riccati à résoudre. Et puis, on est dans le cas où on est dans le spectre des deux opérateurs périodiques associés. Bon, donc là, je ne sais pas combien de temps il nous reste. C'est fini. Ok, très bien. On peut garder du temps, 5 minutes. Ok. Alors, juste peut-être, ce que je vais faire, c'est vous montrer le cas des demi-espaces périodiques. Et puis ensuite, je vous donnerai juste les idées dans le cas quasi-périodique, parce que c'est quand même assez rigolo. Donc voilà, et puis je le ferai de manière culturelle, rapidement. Donc, les milieux périodiques, donc on s'est intéressé à la propagation des ondes en présence de un ou deux demi-espaces périodiques, dans le cas où le milieu est périodique dans la direction de l'interface. Donc ça, c'est très important, c'était une hypothèse importante. Pourquoi? Parce que dans le cas où le milieu est périodique dans la direction de l'interface, en fait, on peut utiliser une transformée floquée et se ramener à une famille de problèmes de demi-liquide. Et on s'est ramené finalement à ce qu'on a fait. Dans le cas, voilà des résultats numériques. Hein, là, on a envoyé un faisceau gaussien d'un milieu homogène dans un milieu périodique, et puis on a observé un phénomène de lentilles dans le milieu périodique, ce qui était rigolo. Alors, le cas sans dissipation, on ne sait pas faire. D'accord, parce que quand on est sans dissipation, on ne sait plus très bien quel est le comportement de la solution le long de l'interface, et donc on ne peut pas utiliser la transformée de floquée, etc. Et en fait, on nous a souvent posé la question, mais qu'est-ce qui se passe si on a une interface qui coupe dans une direction, qui n'est pas une direction de périodicité, ou bien si on a des milieux qui ont des périodes qui ne sont pas commensurables. Eh bien, on ne savait pas faire, jusqu'à ce qu'on découvre en fait le travail de David Gérard Varé et Nader Massoudi dans un tout autre cadre, qui était plutôt une homogénéisation, et où en fait ils ont utilisé justement le concept des milieux quasi-périodiques et une méthode qui permet de passer d'un problème elliptique, ce qui est notre cas, mais qui est plus périodique, qui n'est pas périodique, à un problème non elliptique en dimension supérieure, qui va être. Et donc, dès qu'on a découvert ces résultats qui étaient théoriques, hein, on s'est dit qu'on pouvait peut-être utiliser cette méthode aussi d'un point de vue numérique pour voilà, résoudre ces questions. Donc, c'est exactement ça que je n'arrive pas à placer dans les dîners avec les amis. Vous voyez, c'était ça, en fait, la motivation des milieux quasi-périodiques. Donc, pour les milieux quasi-périodiques, donc, ce qu'on a fait, je vais le faire rapidement. Donc ça, je vais en parler. Je vais vous expliquer rapidement les idées. Dans le cas où on avait un milieu 2D, d'accord, avec une perturbation locale. En fait, j'étais très enthousiaste de faire une présentation en présentiel et j'en ai prévu probablement un. Et donc, voilà. Donc, je vais passer juste au milieu quasi-périodique. Donc, un milieu quasi-périodique, c'est quoi? C'est la coupe dans une direction d'un milieu périodique, donc un milieu périodique, pardon, 1D, d'accord, d'ordre 2, c'est la coupe dans une direction d'un milieu périodique 2D, d'accord. Voilà. Donc, quand on coupe dans une direction telle que la tangente θ est rationnelle, en fait, on revient au cas périodique, d'accord. Mais quand on coupe dans une direction où tangente θ n'est pas rationnelle, on est vraiment dans un cas quasi-périodique. Donc, on s'est amusé à résoudre. Alors, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur l'état de l'art. Hein. Comme je vous l'ai dit, on était motivés par ces résultats. Enfin, on a été, disons, on est parti des résultats du papier de Gérard Varé et Massoudi. Et puis, il y avait des outils un peu similaires qui ont été aussi développés et qui utilisent justement la méthode de coupe. Alors,
Donc, quand on s'intéresse, donc là, c'est là où ça devient culturel parce que je vais probablement trop vite, hein, mais c'est pour vous donner juste quelques idées. Quand on s'intéresse à une équation qui sont 1D dans un premier temps, où on a des coefficients quasi périodiques à gauche, à droite, d'accord? On se dit qu'on va pouvoir utiliser encore les opérateurs de Dirichlet-Tuneman et se concentrer juste sur des problèmes de demi-ligne quasi périodiques à gauche ou à droite, d'accord? Donc, pour les problèmes de demi-ligne quasi périodiques, c'est là où on va utiliser, en fait, qui consiste à dire que puisque mu θ et rho θ, les coefficients quasi périodiques, sont la coupe dans une direction de coefficient périodique 2D, eh bien, je vais supposer que c'est vrai aussi pour la solution. Donc, uθ, ça va être une fonction 2D, et je vais supposer que epsilon, c'est la coupe d'une fonction comme ça. Et à partir de l'équation sur epsilon, on en déduit une équation directionnelle pour grand uθ. D'accord? Et cette équation, on peut l'imposer dans un demi-espace périodique. Moi, je sais qu'elle est vraie, a priori, juste sur cette ligne, mais je vais l'imposer partout. Et la donnée au bord, d'accord, eh bien, je vais la remplacer par une donnée sur tout le bord ici, telle que phi de 0 égale 1. Et en fait, je peux choisir phi. Et donc, dans ce cas-là, je peux prendre phi périodique. Et quand je fais ça, je me suis ramenée en fait à une demi-bande. Et donc là, je suis ramenée finalement au cas de demi-bande que j'ai étudié la dernière fois, enfin tout à l'heure. Ça fait tellement longtemps. Donc voilà. Donc, ce qui change, c'est qu'on a des coefficients périodiques, mais l'opérateur est plus elliptique. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça change? Ça change en fait pas la méthode en elle-même, mais les propriétés de tous les opérateurs qu'on a introduits. Donc, typiquement, l'opérateur P, il est toujours à rayon spectral. Donc, il y a toujours la structure de la solution. Donc, ça, c'est plutôt sympa à partir de cet opérateur P. L'opérateur P, il est injectif, toujours pour les mêmes raisons. Il y a un rayon spectral plus petit que 1. Mais en fait, il est plus compact parce qu'on n'a plus la régularité elliptique. Et en fait, cet opérateur, son spectre, il a du spectre continu, et son spectre remplit tout un cercle. Donc, on est capable de montrer ça. Ça devient un peu plus délicat à approcher. Mais voilà, numériquement, on résout des problèmes de cellules. Alors, pour résoudre ces problèmes de cellules, on a utilisé deux méthodes, une méthode 2D, une méthode quasi 1D. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on résout l'équation de Riccati, là, on peut toujours classer les solutions par paire P1 sur P. Mais là, ce qui est un peu délicat, c'est que les valeurs propres, quand on les approche bien, donc quand on utilise typiquement une méthode quasi 1D, donc comme je l'ai montré là, eh bien en fait, on obtient en fait une valeur propre qui est plein de valeurs propres qui sont sur un cercle. C'est plus comme tout à l'heure. On en avait juste quelques-unes qui se rapprochaient par exemple du cercle unité, et puis elles étaient toutes concentrées autour de 0, les autres parce que l'opérateur P était bon. Voilà. Donc ça crée un petit peu des difficultés, mais numériquement, ça ne change pas grand-chose. On arrive à calculer la solution dans uθ dans le demi-guide, et puis ensuite à récupérer en prenant la coupe, à récupérer la solution du problème 1D. Donc là, j'ai changé un tout petit peu la dissipation, donc vous voyez que ça se propage un peu plus. Et quand on augmente la fréquence, on a un petit peu plus d'oscillation. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que. Merci. Commencez par prendre des questions dans la salle. Alors, moi, j'ai juste une question un peu naïve, mais je pense qu'on n'est pas dans ce cadre-là. L'arrivée périodique du corps, moi, j'aurais envie de remplacer les périodiques par des milieux homogénéisés. Et du coup, j'imagine que les longueurs d'onde se pardonnent. Oui, tout à fait. Donc, tu peux faire ça quand les longueurs d'onde sont grandes devant la période. Ouais. Mais on ne se place pas dans ce régime. Ouais, on veut vraiment considérer des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de la période et voir. Et d'ailleurs, on le voit, hein, le comportement des ondes ne ressemble pas du tout aux ondes qu'on obtiendrait dans un cas homogène. Il y a plein d'interactions, de petites réflexions qui sont liées aux ondes périodiques qu'on ne verrait pas dans un milieu homogène. Oui. Vous travaillez numériquement sur vous travaillez numériquement avec des cas discrets. Oui. Est-ce que vous avez fait l'analyse numérique quand H tend vers 0? Comment ça joue sur les fréquences de résonance, par exemple, qui sont loin? Alors, on a fait l'analyse numérique jusqu'à la résolution de l'équation de Riccati. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce qui se passe après, la question, c'était un petit peu qu'est-ce qui se passe à haute fréquence ou rien de particulier par rapport à ce qu'on obtiendrait dans le cas homogène. De toute façon,
faire attention à la discrétisation et prendre assez de pas par rapport à la longueur d'onde apparente, quoi. Mais il n'y a rien de particulier, je dirais. Oui. Alors oui, alors donc je connais, tu veux dire, ouais, je connais pas bien en fait. D'accord, ouais. C'est sur ces stars algèbre et tout ça, non, je connais. J'ai pas réussi à trouver le lien encore, mais bon, il faut qu'on creuse. Il faut qu'on creuse. Ouais, je suis d'accord. Qu'il semble y avoir des liens, mais je sais pas encore le coup. Tu as dit que si vous faites des contrôles non destructifs, Oui. si je voulais le détruire, au contraire, est-ce que je peux les fréquences qui focalisent l'énergie? Oui, après, nous, là, on propose un outil numérique qui permet de représenter la façon dont les ondes se propagent dans un milieu compliqué. Ça peut pas être piégé, puis... Si, c'est vrai qu'après, alors là, on s'intéresse plutôt aux ondes piégées, effectivement, au mode piégé. Alors, je ne sais pas si, même de manière plus générale, on utilise les modes piégés pour faire exploser des trucs. Mais effectivement, avec ces outils, on peut calculer des modes piégés. Non, mais vraiment, je sais pas. Mais avec ces outils, disons avec les opérateurs de Dirichlet-Neumann, etc., on peut effectivement calculer des modes piégés. Alors, ce qui est compliqué avec les modes piégés, souvent, ils sont, disons, décroissants à l'infini. Ils sont L2, en fait. Donc, du coup, alors après, il faudrait arriver à les exciter. Je ne sais pas répondre à cette question, mais je suis d'accord que c'est peut-être plus marrant, effectivement. Je sais pas si, je pense qu'il j'ai pas vu de gens qui levaient la main. Il le explicitement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, ceux qui sont à distance et qui veulent poser une question? Ah oui, j'en vois une là. Attendez. Yves Capdebosque. Oui, Sonia, tu as dit que tu regardais que le cas dissipatif, c'est ça? Et tu as des problèmes avec le spectre d'interface, c'est ça? C'est ça que tu as dit tout à l'heure? Pour les guides d'onde, Oui. on réussit à répondre à la question dans le cas sans dissipatif. On a tout un cadre dans le cas sans dissipation. C'est pour les demi-espaces que tu poses cette question. Donc, Oui. effectivement, pour les demi-espaces, on a une méthode qui marche que dans le cas avec dissipation. En fait, alors je dirais pas ça, excusez-moi. La méthode numérique, là, ce que je vous ai montré, en fait, où on voit la focalisation, on l'a utilisée dans le cas sans dissipation. Parce qu'on était dans une situation où on savait que la fonction, elle allait être L2 dans la direction de l'interface et où on pouvait faire une transformée de floquet, etc. Donc, dès que tu es dans cette situation-là, numériquement, ce qu'on fait, ça marche, quoi. Après, on ne l'a pas justifié théoriquement parce que voilà, théoriquement, on pourrait avoir d'autres comportements au niveau de l'interface. On pourrait avoir des ondes qui se sont guidées en fait au niveau de l'interface, par exemple. J'ai répondu à ta question? Oui, oui. Je vois pas d'autres questions en ligne, donc s'il n'y a pas de questions dans la salle. Si je peux voir la formule de CN plus et W dans la condition à l'infini. À la condition de radiation. Oui. C'est ça? Oui. Alors, attends, je revienne. Où est-ce que je lis? Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, WN+, c'est les modes de floquet, d'accord? Donc, c'est... Oui, je vais te la remettre. Alors, attends, là, il faut que je reclique au milieu. Voilà, les modes de floquet. En fait, ils sont liés au vecteur propre associé à la valeur propre de n de k. D'accord? Voilà. Donc, en fait, c'est des solutions, on peut les définir autrement, hein, c'est des solutions du problème homogène. Des solutions H1 localement du problème homogène. C'est pour la différence de WN-. Et donc, d'où la différence entre WN+ et WN-, c'est la vitesse de groupe. D'accord? C'est comme ça que j'ai défini WN+. WN+, c'est les modes de floquet qui ont une vitesse de groupe positive. Donc là, je ne monte pas le bon, évidemment. C'est celui-là. Et WN-, tu vois, celui-là, il a un copain, hein, parce que les courbes de dispersion, elles sont paires. Et celui-là, donc, il a un copain qui a une vitesse de groupe qui, lui, va être négative. Donc, à chaque fois, il y a un mode de floquet qui va vers la droite, un autre qui va vers la gauche. Question par curiosité. Par exemple, pour la condition à l'infini, normalement, on va résoudre l'équation à droite de la dissipation. Oui. Et ensuite, on va choisir les solutions temps à 0 à l'infini. Est-ce qu'on peut faire la même chose? Alors, répète-moi la question, je n'ai pas bien compris. Le demi-guide. Le demi-guide, Oui. À ce moment-là, normalement, l'équation avec la condition de Dirichlet, ouais. normalement, il a deux solutions.
deux familles de la solution. Oui. Une tend vers 0 à l'infini et une ne tend pas à 0 à l'infini. Ah, tu veux dire dans le cas avec dissipation, tout à fait. Dans la famille qui tend vers 0 à l'infini, et puis pendant la limite, on va en faire. C'est ça, exactement. On peut trouver quelque chose ici, là, ici. C'est exactement ça en fait qui se passe. C'est exactement ça qui se passe. Quand on regarde le problème avec dissipation, donc comment je peux... En fait, quand on regarde le problème avec dissipation, voilà, je vais faire ça. Je vais vous montrer le problème avec dissipation. Voilà, là, celui-là. Hein, là, on est dans un cas où on a une dissipation qui est très petite. Et en fait, il y a des valeurs. Voilà, il y a des valeurs. Il y a des valeurs propres là, qui tendent vers une cercle unité. Et en fait, il y en a qui viennent de l'extérieur et il y en a qui viennent de l'intérieur. Là, les rouges, elles viennent de l'intérieur. Les bleus, c'est celles que j'ai enlevées dans le cas où epsilon est petit parce qu'elles étaient à l'extérieur du cercle unité. Et en fait, quand epsilon tend vers 0, eh bien, celle-là, par exemple, elle va tendre vers une valeur propre qui correspond en fait à un mode de Floquet qui va vers la droite. Et celle-là, elle va tendre vers la mode de Floquet qui va vers la gauche. Donc, c'est exactement ça qui se passe. Okay. On va s'arrêter là, on va te remercier. Merci beaucoup. Merci à vous.